Donc je me présente, Adrien Sauzade. Donc je m'intéresse à Bitcoin depuis 2013 et plus globalement à l'univers crypto depuis. J'organise tous les premiers mercredis du mois, donc aujourd'hui même, ce soir, les Bitcoin Meetup à Paris. Donc c'est des rencontres avec des passionnés, des gens qui s'y intéressent. Donc on a vraiment, ce qui est intéressant dans ces rencontres, c'est qu'il y a vraiment des gens très pointus sur le sujet et des gens qui viennent découvrir. Et tout ça dans un bar qui s'appelle le Soft Bar, qui accepte les paiements en crypto-monnaie depuis 2014. Voilà, donc on peut payer en Bitcoin, on peut payer en Ether, en Litecoin, enfin toutes les crypto-monnaies. C'est rue Saint-Sauveur à Paris dans le Sentier. Voilà, donc ils acceptent depuis 2014. Bonjour. Donc voilà, donc je co-organise ces meet-up. Je suis également trésorier d'une association qui s'appelle le Cercle du Coin, qui est la première association francophone sur les crypto-monnaies. Alors c'est une association très orientée crypto, dans lequel, alors depuis peu nous avons un compte en banque, mais on existe depuis 4 ans et toutes les cotisations se font exclusivement en Bitcoin. Le prix de la cotisation est fixé en Bitcoin. Et être trésorier d'une association comme celle-là, ça sous-entend de garder un portefeuille crypto qui est dans un système, mais on y reviendra parce que au cours de la conférence, mais qui est un système qu'on appelle en multisignature. C'est-à-dire que je ne peux pas partir avec la caisse et qu'il faut que le président ou le secrétaire signe une transaction. Il faut que 2 personnes sur 3 signent une transaction. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans le protocole. On n'a pas besoin d'une organisation pour faire ça. Hein, c'est quelque chose qu'on va créer dès le départ. Donc on va créer ce qu'on appelle un portefeuille multisignature. Et on va avoir X acteurs sur N qui vont devoir signer. Donc ça, au départ, on va dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait 3 sur 3 signatures, est-ce qu'il faut qu'il y ait 2 sur 3 signatures, etc. etc. Voilà, donc je suis trésorier de cette association qui organise régulièrement des meet-up et des repas dans toute la francophonie. Donc le prochain est à Liège. On a fait en Suisse, on a fait en Belgique, on en fait dans toutes les villes de France. On a été récemment à Toulouse. Il y en a un bientôt en décembre à Strasbourg. Voilà, donc c'est une association qui existe depuis 3 ans, qui va à la rencontre un peu des différentes communautés et qui a pour objet déjà de fédérer ces différentes communautés dans ces différentes régions, d'une part, et puis aussi d'être force de proposition auprès des différentes instances de législation en France, en Suisse et en Belgique. Et puis le fait d'être comme ça sur plusieurs pays, on peut aussi ramener un petit peu ce qui fait dans différents pays en termes de législation sur ces sujets-là. Donc voilà, donc ça c'est une deuxième casquette. Et sur une troisième casquette, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Sésame. Sésame, ça fait des crypto-monnaies pour les entreprises. Donc on a fait des crypto-monnaies pour internes, par exemple pour Engie, hein, pour d'échanges entre salariés, d'échanges de compétences de services entre salariés. Voilà, donc on a créé des choses comme ça. On a travaillé pour des mutuelles, on a travaillé pour dans différents pays d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est ma troisième casquette. Et donc, bon, j'ai une vision un peu globale de ces sujets que sont Libra. Donc, Libra, avant tout, ça vient des crypto-monnaies. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le Bitcoin, plus ou moins. Ok. Donc, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est née en 2010, enfin 2009 enfin en 2009 et 2008 pour l'idée, qui est la suite d'une longue recherche sur comment créer une monnaie complètement décentralisée, c'est-à-dire qui n'est détenue par personne, dont le protocole est libre et qui vit sur le réseau sans avoir à faire intervenir d'acteurs externes. Voilà. Donc c'est un protocole qui est distribué entre différents acteurs qu'on va appeler des mineurs. On ne va pas rentrer trop dans la technique de Bitcoin aujourd'hui, mais c'est distribué entre différents acteurs qui sont les mineurs, qui vont s'assurer de la validité des transactions, qui seront rémunérés pour cette validation. Et c'est un protocole qui va rémunérer donc les acteurs du réseau en Bitcoin, d'accord, et qui va distribuer des Bitcoins et créer des Bitcoins de façon continue, mais de façon de plus en plus décroissante. C'est-à-dire qu'on va rémunérer en Bitcoin et puis tous les 4 ans, on va diviser le nombre de Bitcoins que ces acteurs vont recevoir.
Et donc ces acteurs font tourner des machines et font tourner une infrastructure. Pour payer l'infrastructure et les frais de fonctionnement de l'infrastructure vont remettre les bitcoins sur le marché. Et cette économie de monnaie va être créée comme ça. D'accord. À terme, il y aura 21 millions de bitcoins, pas plus. Aujourd'hui, il y en a 18 millions qui ont été créés. Et donc, au début, ça valait rien. Ça s'est changé, mais c'était surtout au niveau de la prouesse technique, parce que c'est une prouesse technique. Et puis petit à petit, au bout de 2 ans, 3 ans, ça a commencé à s'échanger contre de la valeur sur les marchés. La première fois que ça s'est changé, c'était des échanges un peu en mode troc. Je te donne 10 000 bitcoins, tu me donnes une pizza. Voilà. Et puis petit à petit, il y a eu des plateformes qui sont montées, qui ont commencé à leur donner un cours, à les échanger en dollars. Et donc, tout un tas de services. Au début, il y avait très peu de plateformes qui faisaient ça. La majorité de celles qui ont commencé ont fait faillite, laissant beaucoup de gens en perte de ces bitcoins. Et puis petit à petit, des services financiers se sont montés dessus de façon plus en plus professionnelle. Donc la valeur a énormément monté, mais surtout on s'est aperçu qu'on avait, et c'est souvent on va vous parler de la valeur, souvent on va parler pas mal de choses, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on s'est aperçu, et ça va joindre avec le sujet Libra, vous allez voir pourquoi, on s'est aperçu qu'on avait des unités qu'on pouvait diffuser sur le réseau. Donc on pouvait recréer du bien rival, c'est-à-dire que si je vous donne un bitcoin, vous l'avez, je ne l'ai plus, pas comme une information que je vais vous transmettre sur Internet, que je vais diffuser et qui sera duplicable à l'infini. Hein. Là, on a quelque chose qui n'est plus duplicable, donc assez intéressant ce protocole. Qui a une propriété qui est d'être résistante à la censure. Personne ne peut m'empêcher de faire une transaction Bitcoin. On ne peut pas me bloquer le réseau pour m'empêcher de faire une transaction Bitcoin. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous faites la transaction, on ne pourra pas vous empêcher de faire la transaction, même si on peut la rendre illégale, mais on ne pourra pas vous empêcher de la diffuser sur le réseau. D'accord. Et comme c'est quelques octets, c'est une forme informatique. C'est quelques bits qu'on échange sur le réseau, donc qu'on ne pourra pas empêcher. Voilà. Donc ça, c'est un des points. Et le deuxième point, c'est qu'on va commencer à réfléchir à quelque chose qui est de la monnaie programmable. La monnaie programmable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous parlais tout à l'heure justement des portefeuilles en multisignature. On va pouvoir avoir et conserver des unités de façon programmée et donc définir des règles d'émission, de distribution de ces unités. Donc là, on va pouvoir commencer à imaginer un certain nombre de choses intéressantes. Autre chose, c'est qu'en termes de compétences techniques, on n'a pas besoin de grand-chose pour faire une transaction. Un simple ordinateur, mais vraiment bas de gamme, suffit pour faire une transaction. Un smartphone, on n'a pas besoin d'avoir un super smartphone pour faire des transactions. On a même en 2013-2014 des gens qui réfléchissaient à faire des transactions par SMS, d'accord, pour pouvoir vraiment diffuser ces transactions. Et donc rendre accessible à tout le monde cette capacité à transacter au travers ces unités que sont les bitcoins. Donc fort de ça, Bitcoin évolue et puis les gens regardent et puis beaucoup de développeurs, puisque Bitcoin c'est aussi un code open source, donc c'est un code qui est libre, que chacun peut reprendre et réutiliser, d'accord ? Mais réutiliser, ça ne veut pas dire... alors soit on l'utilise pour brancher son ordinateur sur le réseau Bitcoin, soit on crée son propre réseau, ce qu'on appelle sa propre blockchain. Hein. On a eu une grande période qu'on appelle la période des altcoins. Donc les altcoins, c'est plein de clones de Bitcoin qui sont nés en 2012, 2013 et majoritairement en 2014, où là on a une explosion. Avec certains des propriétés un peu différentes. Un des premiers clones de Bitcoin s'appelait Namecoin. L'idée, c'était de la même façon on était capable de distribuer des pièces de monnaie, l'idée, c'était de distribuer des noms de domaines en points bits. Si on ne renouvelait pas l'adhésion tous les 6 mois, le nom de domaine revenait dans le public, etc. etc. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens dans cet écosystème pensent qu'on doit décentraliser cette distribution des noms de domaine et que, pareil, doivent être résistants à la censure, résistants à un certain nombre d'organismes. Voilà. Donc ça
Bon, il y a eu une des grosses problématiques, c'est que tout le monde achetait tous les noms de domaine, Coca-Cola, etc., en espérant les revendre plus cher. Ça n'a jamais marché. Bon, bref. Donc ça, c'était une des premières versions. Dans ceux qui ont été un petit peu, qui existent encore aussi, qui ont été un peu emblématiques, on pourrait citer Litecoin, hein, qui lui disait bon ben voilà, le temps de transaction du réseau Bitcoin est un peu long, on va l'améliorer, puis il n'y a pas assez d'unités, on va mettre plus d'unités, et puis on va créer tout un ensemble de choses de façon à améliorer ce que fait Bitcoin. Voilà, donc il y a eu Litecoin qui aujourd'hui a pris une voie assez intéressante, qui fait pas mal d'innovation. Qui descend pas tant que ça, hein, qui a des fluctuations comme l'ensemble de tous ces coins si on parle de valeur, mais non, qui a quand même encore une grosse communauté d'utilisateurs et de développeurs. Un autre qui était justement qui est un peu lié maintenant par son histoire avec Litecoin, c'est Dogecoin. C'était quelqu'un qui avait dit on va en faire plein des coins puisque c'est si simple à faire, on va en faire plein. Et la particularité de ce coin, c'est qu'aujourd'hui il est merge miné avec Litecoin, c'est-à-dire que c'est le même réseau de mining qui va faire sécuriser les deux et qui vont valider les transactions. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, sur Bitcoin, il y avait des gens qui essayaient de faire des améliorations, qui voulaient que la monnaie soit encore plus programmable que ce qu'elle était programmable, et qui voulaient créer plein de fonctionnalités sur Bitcoin. Face à quoi, dans la communauté, certaines personnes disaient « Attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et freinez quelque part l'innovation ». Un des premiers protocoles qui est né sur Bitcoin, c'est un protocole qu'on appelle Colored Coin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Colored Coin, la problématique, c'est que pour faire des transactions, il fallait faire des transactions sur le réseau Bitcoin, etc., que ça saturait le réseau et autres, etc. Une des personnes qui a travaillé sur ce protocole également, c'est Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, c'est le cofondateur d'une monnaie qu'on appelle Ethereum. Ethereum est né quelque part d'une frustration de ne pas pouvoir développer tout ce qu'on voulait sur Bitcoin. Et donc, il a voulu créer un langage beaucoup plus programmatique pour échanger toutes ces monnaies et autres. D'ailleurs, une grosse rumeur en 2013, pour revenir à Libra, c'est que Facebook travaillait sur Ethereum. Donc il y avait une grosse rumeur en 2013, non pas 2013, 2016, pardon. 2016, 2016-2018. Ouais. J'ai plus les dates en tête parce que en plus c'est des rumeurs, donc c'est pas quelque chose qui était publié dans la presse. Et puis voilà, donc il y avait une grosse rumeur qui était assez répandue comme quoi Facebook travaillait sur une crypto-monnaie. On ne savait pas si ça allait être basé sur Ethereum ou pas. Et on a appris un peu plus tard, et on va y venir, ce que Facebook a fait. Donc Ethereum permet justement de créer beaucoup plus de programmation dans l'échange de ces unités. Alors là, ce ne sera pas des bitcoins, ce sera des Ethers, mais c'est des unités qu'on va échanger. Et on va programmer l'envoi de ces unités. Donc voilà un petit peu l'écosystème, voilà un petit peu tout ce qui est passé et arrivé avant Libra. Ethereum a maintenant 3-4 ans, mais 2-3 ans de réseau qui est opérationnel, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient lancer le protocole et ont rendu les premières transactions possibles 1 an plus tard. Voilà. On en arrive à Facebook. Qui, l'été dernier, commence à annoncer qu'il allait lancer sa propre monnaie. Donc le Libra. Alors il va le monter d'une façon... je ne sais pas si on a un paperboard ici. Bon, ça c'est l'écran, si j'écris dessus, ils ne vont pas être contents. On peut monter ça. Oh, bon, sinon c'est pas grave, parce que je vois qu'il y a des marqueurs et que derrière, mais je ne sais pas remonter. Ah, super. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre, si vous voulez des précisions sur ce que je suis en train de raconter, vous n'hésitez pas. D'accord. Globalement, on va introduire la notion de ce qu'on appelle smart contract. C'est-à-dire que je vous envoie une pièce, mais elle va être bloquée en séquestre par un programme. D'accord ? Elle ne vous arrivera que sur une certaine condition.
exemple de quelque chose qui pourrait être... Alors, dessus, il y a énormément de jeux de casinos en ligne qui se sont montés. Hein. On va aussi avoir énormément de ce qu'on appelle les collectibles, c'est-à-dire qu'on va créer des cartes uniques qu'on va pouvoir fusionner, donc des systèmes de gaming un petit peu, et qui vont prendre de la valeur en fonction de leur rareté, etc., et créer des choses de plus en plus rares. On va avoir, alors on n'est pas rentré dedans, on va avoir aussi des méthodes de financement. Je vais créer l'adresse d'un programme dans lequel je vais vous demander de m'envoyer des fonds dans une crypto-monnaie. D'accord ? Ça vous donnera droit à une partie de la gouvernance de ce programme. C'est-à-dire que si vous avez 10% des pièces de ce programme, quelque part, vous aurez 10% des droits de vote et vous serez capable de décider à hauteur de 10% de ce que vous allez faire avec ce programme, si vous devez payer à un moment un tiers, si vous devez prendre une décision de modification de code, si vous prenez, etc. etc. Ça, c'est des exemples. On va y revenir un peu plus tard, parce que dans la dernière partie, on va voir un petit peu les impacts que pourraient avoir ces systèmes-là sur les industries culturelles. Et on va revenir un petit peu plus tard sur des notions de programmabilité de ces monnaies, pour voir un petit peu comment, contrairement à des avoirs que vous pouvez avoir dans une banque ou dans un organisme qui va gérer vos fonds, là, vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire et de vous connecter à une API bancaire, par exemple. Vous allez pouvoir directement définir les règles de diffusion de vos avoirs. Voilà. Alors, tiens, je vais faire un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui arrive un petit peu aussi après tout ça donc on a parlé d'abord du Bitcoin. Hein. On a parlé ensuite des altcoins. Parler un peu des monnaies un peu plus programmables comme Ethereum, on va appeler, que certains aiment appeler le Web 3.0. Et parallèlement à tout ça, on va avoir quelque chose qui s'appelle les stablecoins. C'est-à-dire que une des problématiques de tous ces objets numériques, ces avoirs numériques, c'est leur volatilité. Alors c'est une problématique ou pas, quand on a l'habitude de les gérer, enfin on ne sait pas forcément une problématique, mais pour certains, ça va poser des problèmes. On avait réfléchi par exemple, on va revenir à votre question, en termes de programmation, on avait réfléchi en 2015 à créer une mutuelle décentralisée, autogérée. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on avait ? On avait des gens qui cotisaient, qui payaient leurs primes, qui les mettaient dans un contrat, et soit par système de vote, soit par un système de ce qu'on appelle des oracles, donc des outils qui vont aller vérifier si une information est vraie ou pas, on pouvait débloquer le paiement de primes de façon automatisée. Mais tout ça, ça ne marche que dans, en l'occurrence c'est en Ethereum, ça ne marche qu'en Ether. Donc si vous payez votre prime et que l'Ether vaut 100, et qu'au moment du sinistre, l'Ether vaut 10, vous avez un double risque. Un, le risque de sinistre, et deux, le risque de chambre. Voilà. Donc on a commencé à créer ce qu'on appelle des stablecoins avec une valeur qui va être indexée, donc des actifs qui vont fonctionner exactement de la même façon, mais dont la valeur va être indexée sur le dollar, sur l'euro, etc. etc. Et Facebook, justement, annonce... Oui. Il n'y a plus d'étalons. Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, toutes les monnaies... Alors, on va revenir sur les caractéristiques de Libra un petit peu avant, et puis je répondrai à votre question un petit peu au fur et à mesure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les monnaies fluctuent. On voit dans certains pays, notamment d'Amérique du Sud, où les monnaies ne valent plus rien encore aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un taux de change entre le dollar, l'euro, le yuan, le rouble, etc. etc. On a vu récemment en Iran le dollar qui valait 4 fois plus cher que sa valeur sur le marché interne, parce que la monnaie iranienne était en train de tomber. Le bitcoin à cette époque-là valait aussi 4 fois plus cher que son cours de marché dans ces pays-là. Donc la monnaie stable aujourd'hui, elle est artificiellement stable entre les grosses monnaies, les grosses masses monétaires comme l'euro, le dollar, le yuan. Mais dans l'histoire de la monnaie, la stabilité, c'est pas la règle. La règle, c'est l'instabilité. Donc aujourd'hui, on est sur des objets qui sont... Alors, est-ce que c'est vraiment des monnaies ? Tout ça, ça peut être débattu. Si on prend certaines définitions académiques de la monnaie, non, ce n'est pas des monnaies, etc. etc. Mais en tous les cas, c'est bien un vecteur d'échange. Quand vous possédez une de ces unités, que ce soit un Bitcoin, un Ether, un Litecoin ou peu importe, vous avez bien une unité qui va bien avoir une valeur sur un marché, puisqu'elle est échangeable sur des marchés qui sont aujourd'hui assez liquides, puisqu'il y a quand même plusieurs milliards d'échangés tous les jours.
Voilà. Donc Facebook annonce qu'il va lancer Libra, donc il va lancer sa propre monnaie. Il annonce qu'il va créer cette monnaie, que ce sera un stablecoin. Mais un stablecoin, est-ce que c'est un stablecoin indexé au dollar? Non, c'est pas indexé à l'euro, non, c'est indexé à un panier de devises. Ça veut dire que ça va être 50% de dollars, 18% d'euros, 12% de livres sterling. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a également du dollar singapourien à hauteur de 6-7%. J'en oublie un. Non, il n'y a pas le yuan, justement. Non, Japon, le yen. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça c'est le panier de devises. Là, ça a inquiété énormément de gens d'avoir une masse monétaire qui serait peut-être plus stable que les devises qui sont dans le panier. Et puis notre ministre Bruno Le Maire est monté au créneau le jour même de l'annonce. Ça ne se fera pas en France, ça ne se fera pas chez nous. Ça a été un des sujets du G7 parce que là, effectivement, tant qu'on parlait de crypto-monnaie, même si ça représente quelques centaines de milliards, ça reste anodin sur les masses monétaires, c'est pas systémique, il n'y a pas de risque sur l'économie. Il y a eu plein d'études au FMI, au G7 pour dire est-ce qu'il y a un risque systémique pour nos systèmes monétaires actuels? Oui, non. Ils en ont conclu que non, donc les crypto-monnaies, c'est bon, on peut continuer, on peut laisser aller. Bon, n'oublions pas de créer des règles de taxation au passage, bien sûr. En France, c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'en France, si on appliquait les règles à l'époque, on était taxé à hauteur de 75%. Mais 75% sur la fin de l'année. Imaginez quand ça fait x10 en quelques mois, qu'à la fin de l'année, vous aviez 10 en euros, que ça fait x10, donc vous vous retrouvez avec 100, mais qu'entre-temps, ça vaut plus que 20, mais vous êtes quand même taxé sur 80. Hein? Donc vous avez même plus assez d'argent pour payer les taxes parce que vous avez arrêté à la fin de l'année. Donc ça posait vraiment un certain nombre de problèmes en termes de taxation. Donc il fallait vraiment quand même qu'on arrive à trouver un consensus aujourd'hui. C'est plus taxé à hauteur de 30%. Des fiscalistes vous donneront un peu mieux les méthodes de taxation si un jour ça vous intéresse. Mais pour l'instant, voilà. Donc pour en revenir à Libra, donc Facebook annonce qu'il va créer un stablecoin, que ce sera un panier de devises. Donc là aujourd'hui ils sont un peu en train de revenir là-dessus, parce que les régulateurs de tous les pays sont en train de dire attendez, alto, c'est pas possible, etc. Donc ils sont en train de dire bon bah on fera peut-être une monnaie en euros, une monnaie en dollars, une monnaie en fonction des pays, et puis on sera dans la devise du pays, comme ça il n'y a plus de problème. La peur des régulateurs et des politiques, c'est que les gens préfèrent se couvre sur la monnaie d'un pays, par exemple se couvre en disant l'euro ça va mal, donc se mettent tous en Libra pour se couvrir et que ça accélère la chute de telle ou telle monnaie. Voilà. L'euro on n'en est pas là, mais sur une autre monnaie ça peut être beaucoup plus impactant. Voilà. Donc, comment Facebook a monté Libra? Donc déjà, il a dit, donc ils ont dit, ok, on va monter Libra qui va être une association. Donc il y a Libra. Dedans, on va avoir une centaine d'acteurs. Donc on en a déjà sélectionné 28, qui sont des banques, etc. Certains acteurs sous pression du législateur américain, les lettres ont fuité, donc effectivement les pressions étaient assez fortes. Tous les acteurs de paiement, donc PayPal, Skrill, Visa, Mastercard, sont sortis du consortium. Les régulateurs américains, l'IRS américain leur a dit écoutez, c'est pas l'IRS, c'est le système de régulation bancaire, j'ai plus le nom, c'est pas la SEC non plus, c'est le système de régulation. Ils leur ont dit voilà, ça va être simple, si vous continuez dans cette initiative, on va venir vous voir sur cette initiative et puis on va éplucher tout ce que vous faites à côté. Et je vous promets qu'on va trouver quelque chose. Donc Mastercard, Visa sont sortis, PayPal est sorti, tous les acteurs du paiement sont sortis. Voilà. Donc il y a quand même des pressions assez énormes sur cette monnaie. Donc c'est pour ça que vous posiez la question, est-ce que ça va sortir ou est-ce que ça va pas sortir? Voilà. En France, le seul connu aujourd'hui annoncé, c'est Iliad, dans ces 28. Et à terme, il va y avoir une association avec 100 membres.
Hein, donc 100 membres qui auront chacun une part de vote sur ce que va faire l'association Libra. Facebook sera un membre parmi les 100 et n'aura qu'1% des parts de vote sur Libra. Donc Facebook se, quelque part, déresponsabilise de ce qui va se passer dans Libra. Donc le PDG de Libra, de l'association Libra qui est montée à Genève. Pourquoi Genève? Parce que ce n'est pas pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons législatives. En droit, quelle que soit l'asset, quel que soit c'est pour ça que beaucoup de sociétés en crypto-monnaie se sont montées en Suisse. C'est que quel que soit le bien que vous allez mettre en Suisse, même si c'est un bien immatériel, il a en droit, il est reconnu en droit. Dans d'autres pays, comme chaque bien est qualifié de façon un peu différente, ça va être plus compliqué de le qualifier en droit. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont mises en Suisse sur ces sujets-là. Bon. Donc, le PDG de Libra, c'est Bertrand Pérez. Il a fait une conférence récemment en France à l'OCDE et une autre le soir chez PwC. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'était Libra par rapport à Facebook, par rapport, etc. Et Facebook va monter, lui, une application qui est un portefeuille de devises qui sera connecté à Facebook, à Messenger, à Instagram, à WhatsApp, etc., etc. Qui sera pour connecter à tout. Donc ça représente, et ça aussi ça fait peur aux régulateurs, ça représente 2,4 milliards d'utilisateurs. Donc si demain une entreprise privée a émet sa monnaie et a accès à 2,4 milliards d'utilisateurs, il est plus puissant que la Chine en termes de nombre d'users. Donc ça a quand même interrogé pas mal de personnes. Et donc Libra, Calibra, pardon, ça c'est le produit Facebook. Le PDG est David Marcus. Il a été auditionné par le Sénat américain pendant 2 heures il y a un mois et demi, 2 mois, ouais, un mois et demi, 2 mois. Alors c'était assez drôle parce que il a été aussi auditionné pendant 2 heures. Donc lui, il s'est pris toutes les questions des sénateurs sur Facebook, puisque les sénateurs américains, il a un peu fait le long pendant 2 heures. Hein. Oui, congressman, bien sûr, congressman. C'est pas nous, congressman. Voilà. Mais donc, il s'est pris à la fois des sénateurs, les attaques sur Facebook et les attaques sur Bitcoin. Parce que Bitcoin, comme je vous le disais, c'est un protocole qui n'appartient à personne. Donc, sur qui taper? Personne. C'est frustrant pour un régulateur. Hein, quelque chose qui est comme ça, un objet à l'écran libre, qui a de la valeur, que tout le monde peut s'échanger, qu'on ne peut pas empêcher. Et donc, les crypto-monnaies, les régulateurs, ils n'aiment pas ça. Et David Marcus s'est pris pendant 2 heures les deux. Les attaques sur Bitcoin, bon, il est pour rien, pauvre. Et les attaques sur Facebook, bon, il est un peu plus pour quelque chose parce qu'il était responsable produit de Messenger avant. Et donc, voilà. Et récemment, Mark Zuckerberg, pardon, le PDG de Facebook, a été aussi auditionné et lui, il s'est pris 5 heures d'attaque non-stop. Autant j'ai regardé les 2 heures de David Marcus, autant pour les 5 heures, c'est un peu long. Voilà. Donc voilà. Donc eux, leur produit, c'est Calibra. Calibra, c'est un wallet qui est compatible avec les différents services. Mais Libra, ça peut être n'importe quelle entreprise qui peut faire des transactions avec. Ils ont déjà release en même temps qu'ils ont. Release, comment on dit en français? On a. C'est du franglais, mais ils ont. Publié, merci. Ouais. Ils ont publié donc les specs du produit et ils ont aussi publié le programme, ce qu'on appelle en testnet. Toutes ces monnaies-là ont un programme en testnet, c'est-à-dire que c'est des pièces qui n'ont aucune valeur, qui sont juste pour objet de test. Hein, des Bitcoin testnet, on peut en récupérer tant qu'on veut, ça n'a aucune valeur, ça ne peut pas être mis sur un marché, ça peut pas prendre de valeur, ça ne peut pas être vendu, etc., etc. Là, pareil, on a le testnet et dès le lendemain, on pouvait déjà faire on pouvait installer le logiciel et faire nos premières transactions. Donc les transactions, vous installez, bon, ça s'installe aujourd'hui sur Linux, mais bon, vous avez des commandes getCoin, donc on reçoit des coins parce qu'ils ont ce qu'on appelle un faucet pour envoyer des coins de test. Getbalance, donc savoir combien vous avez dans tel portefeuille, créer un portefeuille, créer une transaction, envoyer d'un portefeuille à un autre, etc. Et j'imagine que, alors j'ai pas regardé depuis, mais de plus en plus, on va avoir plein de ce qu'on appelle
de lignes de programmes qui vont permettre de programmer de plus en plus ce qu'on peut faire avec ces pièces. Voilà. Donc voilà, donc bien comprendre que Libra différent de Calibra, hein, Facebook est vraiment très pointilleux là-dessus, puisque oui. Libra, c'est la monnaie gérée par une association. Calibra, c'est un portefeuille. Non, ça c'est géré par Facebook. Ça, Facebook a 1% des parts. Chacun aura 1%. Alors dedans, il y a en France, il y a Iliad, on connaît. Alors, pour rentrer dans l'association, oui, les conditions pour rentrer dans l'association. Alors déjà, il faut 10 millions de dollars. Hein. Alors, non. Et décentraliser un petit peu de façon à ce qu'on puisse pas attaquer une seule personne. Ce qu'ils veulent, c'est un petit peu avoir. C'est pas la même chose d'attaquer Facebook que d'attaquer Facebook, Uber. Il y a un intérêt. Bien sûr. On pense que, par exemple, pour alors, Iliad, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire du crédit téléphonique, ils peuvent faire des accès à des services supplémentaires via de la monnaie. Ils peuvent développer des services supplémentaires de vidéo on demand qui seraient, on arrive un petit peu dans le sujet, qui seraient payables dans cette monnaie. Ils peuvent également adresser des marchés dans lesquels qui ne peuvent pas pénétrer aujourd'hui parce qu'il y a des problématiques de paiement. C'est-à-dire que dans des pays dans lesquels la monnaie vaut rien ou vous avez X% débancarisé, vous ne pouvez pas vendre vos services. Alors la Chine va. Alors c'est assez intéressant cette relation entre Facebook et la Chine. On parle de CBCD, donc de crypto, digital currency, CBDC, Bank Digital Currency, Central Bank Digital Currency. Merci. Donc. En fait, Facebook annonce, j'ai plus la date exacte, de mémoire c'était au mois de juin. Au mois de juin, Facebook annonce qu'il va lancer sa monnaie. Au mois de septembre, la Chine dit, nous on est opérationnel, ça fait depuis 2013 qu'on travaille dessus, on va la lancer. Les rumeurs disent que l'annonce a été accélérée par la venue de Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Tout le monde est, surtout aux US, vent debout contre Facebook qui veut émettre sa monnaie. La Chine annonce qu'ils mettent leur monnaie. Finalement, les Américains préfèrent que ce soit Facebook, un acteur régulé aux US, qui fasse sa monnaie, plutôt que les Chinois. Donc, le fait que les Chinois vont le sortir ? Alors, c'est pas encore acté, il y a encore pas mal de. Bon, au début, ils ont dit début 2020. Hein, techniquement, c'est relativement prêt pour que ça soit lancé début 2020. Juridiquement, s'ils y arrivent avant la fin 2020, ça sera bien. S'ils y arrivent un jour, parce que ça peut vraiment être bloqué. Hein. Les chances de succès de cette monnaie sont, je dirais, de 60%. Il y a encore 40% de chances que ça s'arrête comme ça a été lancé, sous les pressions internationales. Mais qu'est-ce qui arrive en même temps ? je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, enfin déjà les semaines derrière, ça fait un petit moment que c'était dans les placards et qu'il y avait des rumeurs, mais là on commence à avoir des vraies annonces. La Banque Centrale Européenne veut émettre sa monnaie numérique. Tout le monde veut émettre, tous les pays veulent émettre leur monnaie numérique pour pouvoir concurrencer un peu tout ça. Alors, par rapport à ces annonces, généralement, on peut avoir des hausses du cours, hein, parce que généralement, il réagit bien. Souvent, quand on connaît bien l'écosystème, on en revient à Bitcoin, parce que finalement, c'est le seul qui est un peu loin de toutes ces problématiques politiques, etc., qui fonctionne, qui est déjà échangeable, qui est déjà programmable, qui est déjà... alors, bon, il y a... C'est le plus neutre, voilà. C'est le plus neutre. Et il a gardé, enfin tout a été défini dans le protocole à la base, ça n'a pas changé depuis le début, et ça ne changera pas. Alors faire un plafond, 21 millions, on ne sait pas trop pourquoi 21 millions, hein, cette unité. Il y a une histoire qui dit qu'il voulait faire 42 millions parce que 42 c'est la solution de tout. Mais bon, c'est des jokes d'informaticiens, et que finalement il en avait fait la moitié pour je sais plus quelle raison. C'est des rumeurs. Pourquoi ? Parce que
On l'a vu un petit peu, on a parlé de la période des altcoins, on a vu tous ces coins sur lesquels il y avait trop de supply. S'il y a trop d'offres, bah, mécaniquement, ça ne vaut rien. Il y a un moment, si vous voulez que ça vale quelque chose économiquement, bah, il faut que ça soit en quantité limitée. D'accord. Si c'est pas en quantité limitée, qu'il y en a tout le temps, bah, au bout d'un moment, il y a plus d'offres que de demandes. On appelle l'inflation. Au bout d'un moment, ça ne vaut plus rien. Alors que si vous avez un objet qui est un peu plus déflationniste, un peu comme l'or, on en trouve de moins en moins, où c'est de plus en plus dur à extraire, etc., vous commencez à pouvoir donner de la valeur à cet objet. Alors c'est un objet numérique, hein, mais il a voulu se doter de qualité économique en termes de rareté, en termes de difficulté de création, d'extraction, qui font que ça prenne de la valeur dans le temps. Voilà. Et puis, c'est... Je vous en prie. Bitcoin, déjà, de point de vue énergétique, c'est problématique. Vous savez que ça consomme beaucoup d'énergie avec le réchauffement, blabla. Donc, Libra, si ça devient, c'est encore pire parce que ça se fait encore plus. Alors, il y a différentes choses. Alors, la consommation électrique de Bitcoin, elle est souvent surestimée parce que souvent sont pris en compte une étude Digi Economist qu'ils avaient publiée il y a quelques années, qui ne prend pas en compte un certain nombre de choses et qui fait que ça surestime la consommation. Donc il y a deux, trois choses quand même à débunker, parce que je veux quand même, juste pour finir sur ce point, hein, pour débunker, souvent on en vient à si de plus en plus de gens utilisent Bitcoin, ça va consommer plus. Non. L'énergie qui est mise en place dans Bitcoin, c'est pour sécuriser le réseau. C'est pour être invulnérable aux attaques informatiques. D'accord. Donc pourquoi on dépense beaucoup d'énergie? Parce qu'on va créer quelque chose qui va être très difficile à contrecarrer, parce qu'il faudrait brûler encore plus d'énergie que ce qui est brûlé pour pouvoir hacker le réseau. Et ça crée des vraies problématiques et ça crée une vraie sécurité. On pourrait avoir moins d'énergie à partir du moment où on a des acteurs connus. Et ce qui est le cas pour Libra. Et donc, souvent, on va lire dans la presse, ça m'est arrivé de lire dans la presse, que s'il y avait plus d'utilisateurs, une transaction consomme X d'énergie, donc s'il y avait plus de transactions, ça consommerait plus d'énergie. Non. Peu importe le nombre de transactions, la quantité de sécurisation reste fixe et elle n'est pas corrélée au nombre de transactions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre parce que c'est souvent très, très, très mal expliqué dans la presse. Voilà. Je voulais juste venir là-dessus. Après, pour Facebook, ils n'ont pas cette nécessité de brûler énormément d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 acteurs qui vont avoir donc, mis 10 millions et avoir une capacité d'infrastructure et de sécurisation de réseau qui va être auditée. Parce que pour rentrer dans ce consortium, il faut avoir un nœud validateur et ce nœud validateur va être audité en termes de sécurité. Donc il y a 100 personnes qui vont avoir chacun leur protocole de sécurité et il faudrait arriver à avoir à hacker 51% de ces acteurs qui ont chacun leur protocole de sécurité, etc. Mais eux, ils ne vont pas consommer des tonnes d'énergie, puisqu'ils n'ont pas besoin de sécuriser le... Alors, bien sûr, ils ont des salles serveurs, etc. Mais ils n'ont pas besoin de créer ce niveau de... Ah là, on n'est pas dans un protocole agnostique, là. On est dans un protocole qui est géré par une centaine d'acteurs corporate. Hein, Bitcoin, on est dans un protocole agnostique, ça consomme. Là, on n'est pas dans un protocole agnostique, ça consomme pas. Hein, à chaque fois on fait souvent la différence entre, désolé pour les gros mots, mais entre proof of work et proof of stake, d'accord. Proof of work, c'est tout le monde à hauteur de l'énergie qu'il met dans le réseau qui participe. Hein. Proof of stake, c'est à hauteur de ce qu'il possède du réseau. Hein, d'accord. Donc on est dans deux paradigmes différents en termes de sécurisation. Et là, on est dans des mécanismes qui sont plus des mécanismes de proof of stake, de délégation de sécurité, dans lesquels on a un certain nombre d'acteurs qui vont valider les transactions, qui vont se mettre d'accord sur l'état des lieux des transactions en temps réel. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le réseau va rejeter la transaction tout simplement. Voilà. Bien sûr. Représentants d'eux-mêmes, bien sûr. Ouais. On est d'accord. Facebook, c'est, Calibra, Libra, c'est fait pour servir une centaine d'acteurs pour qu'ils puissent monter leurs services financiers, adresser une population qu'ils ne peuvent pas adresser aujourd'hui parce que bancarisés d'une part, mais c'est bien dans le sens
l'idée c'est bien de faire du revenu, hein. On n'est pas, c'est pas des philanthropes, hein. On est bien d'accord. Bitcoin est un peu différent à ce niveau-là, puisque lui ne se soucie pas de la valeur de son prix. Hein. Alors, il va s'en soucier dans le sens où il va y avoir plus en plus d'énergie. Plus le cours monte, plus il y a d'énergie qui est mise dans le réseau. Hein, puisque ça devient rentable de mettre de l'énergie. Plus le cours monte, plus on va mettre de l'énergie. Et maintenant, attention sur cette énergie, parce que quand on regarde les mineurs, comment ils fonctionnent, je connais quelques mineurs, beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher l'énergie où elle est pas chère. Et qu'est-ce qu'est l'énergie pas chère? C'est pas l'énergie pétrole, c'est pas l'énergie charbon, c'est pas l'énergie nucléaire, c'est les endroits où il y a des surconsommations, des surproductions par rapport à la consommation. Donc ils vont se mettre dans des lieux. Qu'est-ce qui se passe quand une centrale produit? Une centrale, elle va produire de l'énergie de façon continue. Qu'est-ce qui se passe quand l'énergie est produite? En Iran, parce qu'il y a l'électricité, c'est pas cher. Alors, en Iran, ça s'est jamais fait. Et en plus, avec les sanctions internationales, personne. Oui, non, mais oui, je connais même la personne qui a voulu aller en Iran pour le faire. Mais avec les sanctions internationales, je vous garantis qu'il n'a même pas essayé d'aller plus loin. Mais voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Et l'Iran, c'était dans le nord de l'Iran et c'était sur un barrage hydroélectrique. Hein. C'était pas sur du nucléaire. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, pour finir, donc c'est bien ça. C'est quand il y a trop d'énergie qui est produite, qu'est-ce qu'on fait? On la brûle. Hein, on l'envoie dans la terre et elle est détruite. Là, au lieu de la détruire, on met des mineurs et on amortit l'énergie qui va produire. Le mining va de plus en plus dans ce sens-là. Hein. Une énergie à plus de 6 centimes d'euros du kilowatt-heure est trop cher. Le point de rentabilité, il est à 6 centimes du kilowattheure. En France, le prix normal, il est de 11 centimes du kilowattheure. Donc on va aller vraiment chercher de l'énergie pas chère. Effectivement, et généralement, l'énergie pas chère, c'est l'énergie qui va être jetée, qui va être brûlée, qui va être détruite. D'accord ? Oui. Alors si le cours monte, oui, mais après, en fait mécaniquement si le cours monte, il y a plus de machines qui tournent et etc., etc. Donc pour l'instant on est autour d'un équilibre à 6 centimes. Ça peut changer et ça a toujours changé. Les consommations d'énergie, il faut en parler par région. Ça n'a pas de sens de parler de consommation d'énergie dans certains endroits. Il y a des endroits où les infrastructures sont créées. Par exemple, il y a énormément de mineurs au pied du barrage des Trois Gorges en Chine. L'énergie produite est colossale. Elle ne sera jamais dépensée. De toute façon, elle sera produite. Donc, la problématique dans ces régions-là, ce n'est pas la consommation d'énergie, puisque l'énergie a été déjà créée. D'accord ? La problématique écologique de la construction du barrage, elle est claire. Hein. Ils ont bien eu une problématique écologique sur cette construction de barrage. Mais maintenant que le barrage il est là, il y a une problématique écologique de maintenir du barrage. Hein. Voilà. Donc, faut faire attention. La problématique énergétique. Alors, moi, je suis pas mineur. Et certains mineurs vous en parlerez mieux que moi. Il y a des mineurs en France qui font beaucoup de conférences à ce sujet. La problématique énergétique doit être vue de façon globale. Est-ce qu'on parle de l'énergie qui est produite dans le nord de la Chine à coup de centrale à charbon, ou est-ce qu'on parle d'une énergie, par exemple, il y a un mineur chinois que j'avais rencontré il y a 2-3 ans qui me disait, moi, j'ai fait fortune dans le mining. Je suis allé dans une ville fantôme en Chine. Une ville fantôme, c'est des Chinois qui construisent des villes à des endroits et qui se disent là on va faire un pôle. Et puis finalement, entre-temps, le projet change et puis ils font pas de pôle. Et tous les gens qui ont construit se retrouvent le bec dans l'eau. Et là, le gars qui avait construit le parc éolien à côté, il a dit écoute, moi je t'achète ton énergie, tu la vendras jamais ton énergie. Tu l'achètes à 30% du prix, je mets mes machines en bas, mais au moins tu te retrouves pas dans une situation de faillite et tu te retrouves pas dans un imbroglio financier. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis ses mineurs en bas et tout le monde a fait. Voilà. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique énergétique dans le monde. Sur Bitcoin, elle est vraiment adressée, hein, parce que c'est quand même le cœur pour les mineurs, c'est leur matière première. Donc, faire de la recherche en la R&D sur de l'énergie pour trouver des systèmes d'énergie, on a plutôt intérêt à avoir si on attend des politiques publiques énergétiques, qu'elles trouvent des solutions écologiques, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Si on a des acteurs qui ont des vraies problématiques financières et d'image sur ce sujet, on aura peut-être un peu plus de R&D qui va dans le bon sens. C'est très libéral ce que je vous dis, mais on voit des choses quand même qui émergent dans ce secteur-là qui sont quand même assez intéressantes. Voilà.
Voilà, il y a même alors, je sais pas s'ils sont allés très loin, mais il y a 2 ans, il y avait des gars qui avaient le projet de chauffer les HLM avec des mineurs. Ouais. Euh, ouais, il y a des sociétés qui font ça pour chauffer. Voilà. La problématique, c'est un peu qu'est-ce qui se passe par des data centers. Ouais, voilà. Donc voilà, donc on voit comme ça qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent naître justement de cette économie. Problématique énergétique, je ne suis pas un spécialiste de cette problématique énergétique et de ces questions écologiques, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Bon, je vois un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème et ce n'est pas si dark que ce qu'on veut bien le faire croire. Après, il peut se passer plein de choses et on a aussi... Bonne journée. On a aussi, au Venezuela, il y avait un problème parce que les gars, ils faisaient tourner des groupes l'essence était fournie gratuitement par le gouvernement. Les gars, ils faisaient tourner des groupes électrogènes pour faire du mining. Hein. On a vu ça aussi. Eh ouais. Donc bon, il y a plus de complexité que tout à fait. Voilà. Donc voilà. Donc je vais finir sur la dernière partie de cet exposé. Enfin, je sais pas quelle heure il est. Moins 10. Voilà, donc on va finir un peu là-dessus. Pardon. Ouais. Moi, j'ai un rendez-vous à 4h30. Et ce soir, j'organise un meet-up. Mais bon, si vous voulez qu'on reste un peu, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc, les nouveaux business models qui vont arriver autour de tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On parle de... Alors, déjà, on a parlé tout à l'heure des ICO, hein, donc des méthodes de financement. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir ce qu'on appelle un smart contract. Hein. Donc c'est grosso modo une adresse, ça ressemble à 0x, enfin sur Ethereum en tous les cas. Sur Bitcoin, ça va être 1, B, etc. Les adresses Ethereum commencent toutes par 0, 0x, etc. Et donc ça va être l'adresse d'un contrat, d'accord. On va définir un certain nombre de règles dans ce contrat et il y a des gens qui vont mettre chacun ce qu'on appelle, donc c'est Ethereum, donc là en l'occurrence des Ethers, d'accord. Lui va mettre 1, lui va mettre 2, lui va mettre 1,5, etc., etc., etc. Et puis ce contrat-là, ça va ressembler à une espèce de grosse entreprise, d'accord, qui n'a pas de statut juridique, mais qui va réagir en fonction des parts que vous avez ici, d'accord. On va appeler ça une DAO, d'accord, une Decentralized Organization, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir fait? Par exemple, vous avez mis des fonds pour financer des films. C'est-à-dire que là, vous avez mis, je ne sais pas, l'équivalent de 1 million. Et vous voulez cofinancer des petites productions à hauteur de 10 000 euros chacune. Hein. Donc vous allez avoir une centaine de petites productions que vous aurez financées. Vous aurez donné 10 K à chacun. Et puis, si ces productions gagnent de l'argent et font plus de 10K, à ce moment-là, vous allez reverser à hauteur du pourcentage qui a été mis au départ. Vous allez reverser comme ça les fonds, les gains. Ou alors, ils vont absorber leurs pertes parce que rien n'a marché. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, parce que là, on va aller un peu plus loin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que là, sur ces 10 cas, il y a eu des acteurs, il y a eu un producteur, il y a eu des monteurs, etc., etc. Vous connaissez mieux cet écosystème. Chacun va être rémunéré. Hein, donc on va rémunérer, je ne sais pas, donc il va y avoir 50%. Après tout ça, ça se programme, on peut imaginer tous les modèles. Hein. Il va y avoir 50% des gains qui vont être redistribués aux acteurs. Par exemple, les acteurs, eux, ils vont prendre 20% des 50%. Le producteur, il va prendre 50% des 50%. Les monteurs, ils vont prendre 30%, etc. etc., etc. Et donc, comme ça, vous pouvez de façon automatisée, à chaque fois qu'il y a des gains, parce que, en fait, quand vous allez vouloir voir le film, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer. Là, vous êtes utilisateur, vous allez payer le contrat pour avoir accès au contenu. Et ce contrat va payer automatiquement et les financiers et les acteurs du projet. D'accord? Donc là, voilà, ça c'est des choses qu'on va pouvoir commencer à imaginer. Pas tout de suite. Hein. Généralement, les gens qui vous disent qu'ils font ça actuellement, ils en sont encore très loin. Faut bien avoir conscience de ça. Pour l'instant, ça c'est pas encore prêt comme techno. Après, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi là-dessus? Donc là, on a déjà tout un système économique qui fonctionne. On a quand même enlevé un maillon de la chaîne qui est le producteur.
Les maisons de prod, là, les boîtes de prod, elles n'existent plus. Là, c'est autoproduit. Les droits, ils sont reversés directement par le contrat aux acteurs. Alors, c'est fictif, hein, pour l'instant, ça n'existe pas. Et puis juridiquement, je ne sais pas. Donc, directement au... Oui. Le producteur, c'est le contrat. Et dans le contrat, il a défini qu'il reversait 50% aux gens qui ont réalisé le film et 50%, ça peut être 80-20, ça peut être etc., aux gens qui ont financé ce fonds qui a permis de créer ces films. D'accord. Et après, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est ça, c'est des choses. Pardon. Non, il n'y a pas de banque là. Il y a que voilà. Alors, alors là-dessus, bon là pour l'instant, ça c'est un système qui existera en Ether, donc là vous êtes dépendant du cours de l'Ether. Hein. Ça peut être fait justement, c'est pour ça que viennent arriver ces stablecoins, Libra, les CBDC, les Central Bank Digital Currency. C'est pour ça qu'arrivent tous ces outils pour avoir la capacité de créer ce genre de modèle, sans être dépendant du cours du Bitcoin, du cours du dollar, du cours de l'euro. Enfin, si, du cours du dollar, en étant dépendant que du cours des fiat currency, pardon. Voilà. Et puis après, ce que vous pouvez imaginer aussi, c'est des systèmes, ça on en a parlé l'année dernière, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent beaucoup là-dessus, on appelle des systèmes de streaming payment. L'idée ici, c'est de dire, vous payez 0,0001 centime à la seconde. Ça rentre automatiquement dans le contrat. Et si c'est 0,01, lui va recevoir 0,005. Voilà. Et on va avoir des micro-sommes comme ça qui vont être possibles de payer. Voilà. Et en stream, et au centime, et directement. C'est-à-dire au moment N. Voilà. Et donc ça serait... Alors ça... c'est pas YouTube qui va le faire. Hein. Si ça viendra plutôt, à mon avis, de cet écosystème crypto, qui a déjà fait des tentatives. Hein. Il y a, par exemple, c'était monté il y a 3-4 ans, un truc qui s'appelle Steemit. C'était des articles. Et en fait, en fonction du nombre de likes par article, vous récupériez des jetons émis par la plateforme. Et donc, chacun était rémunéré par ses contenus, en fonction du nombre de lecteurs, du nombre de likes, du nombre de commentaires et de sa participation. De la participation aux commentaires, aux likes, etc. Donc il y avait toute une idée de business model économique, etc. qui était fait dans un système. Alors là, ce n'est pas un système de contrat, c'était plus un système de coin particulier pour ce sujet-là. Et donc il y a déjà eu des tentatives pour faire ça. Donc si ça arrive, ça arrivera de l'écosystème crypto et ça arrivera certainement pas d'un gros acteur déjà en place. Ah, mais ça, on a eu le problème sur Internet, on aura le problème ici, on l'aura de façon récurrente, etc. Et les garde-fous, il faudra en mettre. Au début, ça sera n'importe quoi, et puis petit à petit, ça va évoluer. On va mettre des sécurités, on va mettre des ceci, on va mettre des ça. Enfin, comme ça a marché exactement pour la pub sur Internet. Hein. Le nombre de gars qui cliquaient quand vous achetiez, de la pub au CPM. J'étais dans Internet à l'époque, je vous promets qu'on délivrait pas à qui on voulait. Hein. Ouais. Excuse-moi. DAO, ouais. Ça va engendrer qu'il va y avoir des sociétés qui vont les créer pour Oui. avoir des modèles. Oui. Après, ces modèles, généralement, ils seront open source. Ouais. Enfin, beaucoup sont déjà open source. Alors, ça marche pas. Enfin, la première DAO qui a existé, c'était pour financer des projets. Ça s'est très mal passé. Le contrat était mal fait. Et il y a un gars qui avait réussi à trouver une faille d'exécution dans le contrat. Et ils avaient levé l'équivalent de 150 millions de dollars à l'époque en Ether. Mais l'Ether valait pas grand-chose. Et ça faisait 14% du nombre d'Ether existants. Ce qui était énorme. Ouais. Non mais, je veux dire, voilà.
Ah oui, oui. Il y a une idée comme ça. Bon après, Richard Branson, c'est un full libertarien. Il a des idées, il a une vision politique du monde et financière du monde qui est très particulière, qui est très américaine. Hein. Des libertariens comme ça, on n'en a pas vraiment en France. Hein. Des ultra-libéraux, même les ultra-libéraux français sont pas aussi radicaux que les Kaspersky, ouais. Oui, oui, non, il y a plein de gens qui ont une vision comme ça très ultra-libérale du monde. Et dans cet écosystème, on en a beaucoup. Mais pas que. Hein. Il faut bien comprendre que souvent, on parle des bitcoiners. Les bitcoiners, je les connais bien depuis 2013. Et je peux vous dire que vous avez des gens de gauche, de droite, de tous tout l'overview politique là-dedans. Il y a des gens qui vont vous expliquer que Bitcoin, c'est un commun. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais voilà, donc vous voyez, vous avez plein de visions politiques. On peut avoir plein de visions politiques de tout ça. Pardon. Libra. C'est pas une crypto-monnaie dans le sens où c'est pas libre comme Bitcoin. Après, on peut tout dire là-dessus. Commence déjà par bien définir crypto-monnaie. Qu'est-ce qui pour toi définit une crypto-monnaie? Et après, on pourra dire si, parce que pour l'instant, la définition de crypto-monnaie, elle n'est pas crypto-monnaie, c'est pas une monnaie. Alors selon, si on va voir un banquier, non, ça sera pas décentralisé. Ça sera sans acteurs qui vont faire un consortium qui décidera de, voilà, qui auront leurs propres intérêts, etc., etc. Alors ils ont monté, alors pour faire bien quand même, ils ont monté certains des acteurs seront des entreprises, enfin des entreprises, des associations à but non lucratif et auront une part de voix sur toutes les questions de social impact. Voilà. Hein, ouais, oui, c'est une machine. Oui, c'est greenwashing. Ouais. Non mais voilà. Donc tout ça, ça a été, enfin, le greenwashing, Facebook, à mon avis, ils connaissent un peu parce qu'ils en ont besoin. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu pour voilà, c'est un petit peu là qu'on voulait en venir. C'est voilà, il va y avoir des modèles. Pour l'instant, je pense qu'ils sont pas encore très opérationnels. Ce qu'on voit aussi, alors ce qu'on voit vraiment, c'est ces systèmes-là qui verront le jour. Alors, est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? J'en sais rien. Mais ces systèmes-là, pour moi, verront le jour. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Et ceux qui vous disent que c'est prêt, c'est faux. Mais avoir des outils comme ça, comme Libra, avec des protocoles qui vous permettront de faire un certain nombre de choses. Je finis juste là-dessus. Avoir des outils comme ça vous permettre d'y venir. Les cryptos permettent déjà d'y venir. Donc, il y a comme ça tout un ensemble de choses qui vont vers là. Voilà. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi? C'est du collectible. Collectible, c'est quoi? C'est en fait, je vais diffuser une image, mais je vais créer 10 jetons qui correspondent à cette image. L'image, je pourrais la transférer autant de fois. Il n'y a que 10 personnes qui ont les droits sur cette image. D'accord. Donc là, on voit des jeux un peu à la carte Magic, etc., avec des logiciels qui regardent si vous avez bien le jeton, etc. Donc l'image, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone, vous pouvez la dupliquer tant que vous voulez. Par contre, la personne qui pourra l'utiliser, c'est bien la personne qui a le jeton correspondant. D'accord. Donc ça, c'est des modèles aussi qu'on va voir. On va pouvoir réintroduire, ce que je disais en introduction, on va pouvoir réintroduire le bien rival sur de l'œuvre d'art, sur des contenus de diffusion. Si c'est une carte Magic et que vous jouez à un jeu en ligne, si vous n'avez pas le jeton qui correspond à la carte, vous avez beau avoir le JPEG, ça ne changera rien, vous ne pourrez pas l'utiliser dans ce jeu en ligne. D'accord. Et vous ne pourrez pas la revendre à quelqu'un. D'accord. Donc les collectibles, c'est un peu ça. Donc ça, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il y a eu PPCash, il y a eu CryptoKitty, il y a eu, enfin bon, il y a eu pas mal de. Si vous cherchez blockchain collectible, vous allez trouver toute une littérature sur le sujet. Voilà, donc il y a ça, les collectibles, le streaming payment, donc en gros des moyens de paiement, des systèmes un peu complexes d'organisation dans lesquels on pourrait imaginer rémunérer un peu tout le monde. Et le collectible, c'est globalement les premiers usages qui viennent en tête. Il y en aura d'autres qui vont arriver, mais voilà. Pareil. Alors là, de la même façon que vous avez une œuvre d'art, la façon de la lithographie, vous pouvez la photocopier tant de fois que vous voulez, mais il n'y en a que 3 qui sont signés. Bon, maintenant, il va falloir la faire expertiser. Là, si vous avez le jeton correspondant, eh bien, vous avez le truc. D'autres choses qui sont imaginées, c'est prendre des œuvres d'art qui ont des prix assez exorbitants et se dire on va décomposer la possession en jetons. Et donc, au lieu que ça soit une œuvre d'art à 1 million, ça sera une œuvre d'art qui sera toujours à 1 million, mais ça sera des parts de 1 000 € pour rentrer dedans. Et puis, si l'œuvre d'art monte, votre jeton à 1 000 €, il montera au prorata de l'œuvre d'art. Voilà. Ça aussi, c'est.
L'œuvre d'art, voilà, ça c'est d'autres questions. Non, mais elle peut être dans un musée, elle peut être dans... Non, ça c'est une œuvre... Alors ça peut être une œuvre d'art complètement digitale, et ça peut être aussi des musées dans lesquels chacun expose... Toutes ces œuvres d'art sont sur ce modèle-là, et chacun expose, etc. Enfin, voilà, on peut... Voilà, l'idée c'est de dire que les business models, on les connaît pas encore. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver au travers de tous ces systèmes-là. On ne sait pas en 2015, celui qui vous disait que le business model, ça sera YouTube et Netflix ou Amazon, etc. En 95 sur Internet, bon, personne ne savait exactement comment ça allait se passer. On peut voir un peu des orientations, on peut voir un petit peu des côtés que prennent les développements. On ne peut pas encore définir ce que sera cet écosystème dans 10 ans. Voilà. Donc Libra, on saura un peu plus courant 2020. Ils ont annoncé début 2020, ils ont on dit que ce sera plutôt fin 2020. La problématique, c'est pas la technique, c'est les problématiques juridiques et les différentes législations. Alors c'est en train d'arriver. Après, oui, alors la Chine, on va le voir assez vite, mais bon, de toute façon, ils ont déjà des monnaies. Enfin, aujourd'hui, les paiements par WeChat, c'est un peu tout le monde, les applications qui les prennent, etc. Donc ça existe déjà plus ou moins, mais c'est pas monté sous le même système. On ne sait pas ce qu'il y a sous le capot de leur blockchain, qui est, à mon avis, un outil de traçabilité. On va savoir exactement qui interagit avec qui, machin, etc. Donc ah non, c'est la Chine. Donc, donc la crypto-monnaie chinoise, oui, ça marchera peut-être en Chine, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a vocation à devenir mondiale dans un premier temps. J'y crois pas. Enfin, de ma vision aujourd'hui, on n'a pas assez de, comment dire, de ce qu'on en voit et de ce qu'on en lit. Déjà, quand ça arrive quand on a l'information qui arrive en France, elle a été déformée, hein, réinterprétée. Et on a. Ouais, et même là-bas, les gars vous disent pas tout, quoi. Ouais, on finit par avoir de l'info, mais ouais. Bah, l'info, ça se paye, bien sûr. Bien sûr, l'info, ça se paye. L'Europe, pour l'instant, bon, alors il y a la Deutsche Bank qui dit ouais, on travaille dessus à fond, etc. Les Suédois aussi. Bah, les Suédois, ils sont, eux, c'est plus de la monnaie mobile, mais en fait, enfin, comment dire, mais de toute façon, même l'euro quelque part, en fait, bon, déjà l'euro est à 90% la monnaie électronique, on est d'accord, hein. L'euro, c'est avec la Visa, la part de monnaie papier dans l'économie est quand même, somme toute, assez ridicule, hein. Qu'est-ce que veut faire Bitcoin? Il veut faire un cash numérique, d'accord, libre et résistant à la censure. Quand on parle de ces monnaies de banque centrale, ils veulent faire un cash numérique non libre, non résistant à la censure, avec toutes les normes KYC, traçabilité qui vont bien, etc. On n'est pas dans le même paradigme. C'est pour ça que, est-ce que c'est vraiment des crypto-monnaies, est-ce que c'est pas des crypto-monnaies, on ne sait pas. Mais c'est pas du tout les mêmes paradigmes, ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions, et ça fera pas du tout les mêmes choses. Et après, qu'est-ce qu'ils vont mettre sous le capot, comment ils vont le monter techniquement, est-ce que c'est quelque chose qui... ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est deux choses complètement différentes. C'est pareil, dans Bitcoin, vous perdez votre clé privée, vous perdez vos Bitcoins. Le droit à la révocation de paiement, qui est quand même quelque chose qui est dans le code monétaire et financier en France, ça n'existe pas. Hein, Visa, vous avez qu'un jour de révocation de paiement. Sur une blockchain, si vous faites de la révocation de paiement, vous pouvez pas. Voilà. Donc il y a plein de choses qui font que ça pourra pas être pensé pareil. Donc en fait, oui, ils en parlent, mais bon, c'est un peu chien qu'aboie mord pas. Et pour l'instant, ils aboient beaucoup. Au début, ils disaient ouais, ça serait bien que ce soit les startups qui s'en occupent. Mais bon, laissez les startups faire de la monnaie, s'il te plaît. Soyons un peu sérieux. Maintenant, c'est les banques qui vont voir les banques centrales pour s'en occuper. Alors là, c'est un autre problème, c'est que quand tu vois le cahier des charges et toutes les problématiques qu'ils ont au niveau légal, technique, infra, etc. Bon, qu'est-ce que ça va donner à terme? On n'en sait rien. Ah ouais, alors. Bitcoin le remplissait bien jusqu'à un moment.
hein. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a bloqué les accès à Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour acheter des Bitcoins, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on allait sur une plateforme, on faisait un virement et puis on recevait les Bitcoins. Et puis, il y a des sites, on allait dans la rue. Il y a des sites, on trouvait, voilà, je veux acheter des Bitcoins en cash, machin, etc. OK, rendez-vous dans le café, machin, etc. à telle heure. Tu arrives avec le cash, tu repartais avec les Bitcoins. Ça a été complètement interdit. Les banques virent maintenant les virements vers les plateformes d'achat, etc., etc., etc. Donc, c'est plus tout à fait la même façon de jouer avec Bitcoin. Alors, la maison du Bitcoin, alors maintenant, ça s'appelle plus la maison du Bitcoin, ça s'appelle CoinHouse. Déjà. Ils ont voulu s'internaliser. Ils ont aussi une plateforme en ligne aussi, c'est pour ça. D'une part. Mais alors déjà, ils sont en train... alors au départ, on pouvait acheter en cash. Ils ont arrêté le cash. Et bon, à un moment, la banque, ils leur ont dit, bon, vous avez fini d'arriver avec des valises de... Parce que c'était vraiment, ils arrivaient avec les valises de billets, quoi. Là, bon, de toute façon, ils ont énormément travaillé avec TracFin. En termes de compliance, je connais les fondateurs, ils sont impeccables. Je veux dire, ils n'ont jamais essayé de s'amuser à frauder ni le fisc, ni les organismes de régulation, etc. Le gars qui est arrivé, et puis même maintenant, qui est arrivé avec une carte d'identité qu'il avait achetée sur le dark web, parce qu'il y en avait, c'était ça, il se faisait rembarrer direct. Moi, je connaissais quelqu'un qui était au service compliance. Des fois, il nous envoyait en screenshot les cartes d'identité qu'il recevait. C'était pas joli, quoi. Sans dire qui c'était, mais bon, bref. Donc voilà, donc il y avait ça. Et puis aujourd'hui, ils sont un peu embêtés avec leur comptoir de change, ils sont en train de l'arrêter. Aujourd'hui, ils veulent plus être sur l'investisseur institutionnel. Recevoir le gars qui vient chercher 30 balles pour acheter sa barrette de shit sur Internet, ça ne les intéresse pas. C'est un peu ça qu'ils ont quand même comme majorité de passage dans la journée. Ils ont des investisseurs un peu plus sérieux, mais bon là, ils les traitent pas de la même façon. Et puis, ils ont aussi énormément de problématiques de compliance, etc., qui font que ça plombe un peu leur business et qu'aujourd'hui, voilà. Et la deuxième problématique qu'ils ont, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu en 2017, il y avait 2 heures de queue. Bitcoin avait flambé. Il y avait 2 heures de queue devant la maison du Bitcoin. Et les gars, au moment où c'était plus le moment d'acheter, ils étaient tous en train de... Mais alors, tips entre nous, du Bitcoin, si vous voulez en acheter, c'est 1, à votre propre risque. Et 2, c'est pas quand ça monte, hein, c'est quand c'est en bas. Voilà. Alors, si, alors, oui, non, oui. Non, mais ça pourrait être l'objet d'une conférence entière, donc j'essaie de le faire en très court. Bitcoin, comment ça marche, et puis après, je vais vous dire comment marchent les autres. Bitcoin, vous allez avoir une plateforme de change avec des gens qui sont prêts à acheter, je vous dis une bêtise, hein. Lui, il est prêt à acheter à 8500, et puis lui, il est prêt à vendre à 9500. D'accord ? Bon, si lui, il y a un gros gap là, hein, mais bon, si lui finalement il descend et qu'il veut vendre et puis lui il met, il met 10 bitcoins à 8500. Hop. Et puis lui, à un moment il dit ok, finalement je les achète donc là, on va arriver à. En fait, vous avez ce qu'on appelle un order book comme ça avec des gens qui veulent vendre et des gens qui veulent acheter. D'accord ? Et puis le prix, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Voilà. Et donc là, vous allez avoir un prix du bitcoin, généralement en dollars ou en euros, ou etc., etc. D'accord ? Ça, c'est pour Bitcoin. Après, les autres crypto-monnaies, alors il y en a certaines qui vont avoir un cours en euros ou en dollars. Et après, dans une plateforme, je ne sais pas si je veux acheter de l'Ether, je peux l'acheter en euros ou en dollars, mais je peux aussi l'acheter en Bitcoin. Donc, je vais avoir un prix en Bitcoin, un prix en euros, en dollars. Enfin, ça dépend comment je peux avoir différents taux de change en fonction de comment je veux le changer, etc. Alors, c'est des plateformes de change, ouais, mais ce qu'on appelle des exchanges aujourd'hui. Mais des exchanges avec aujourd'hui un des plus gros. Alors, il est marrant, c'est Binance. Ils sont basés à Malte. Ils vont avoir bientôt une antenne en France. Ils sont en train de recruter leur équipe. Alors, Binance, au bout de 2 ans d'existence, avec moins de 200 salariés, ça faisait plus de résultats que la Deutsche Bank avec 20 000 salariés. Coinbase, c'est un peu différent, mais ouais, Coinbase, c'est une plateforme américaine qui est très grosse et qui gère aujourd'hui plusieurs milliards d'actifs. Ouais.